Bonjour les cadettes et les cadets. Le Front de Libération d'Internet a besoin de vous. Votre promotion a été choisie pour réaliser le site web d'un citoyen zombie. Ce dernier nous a demandé de réaliser un site de recettes. Votre promotion étant très débutante, nous allons travailler ensemble sur ce projet afin de vous faire monter en compétences. La première chose que vous allez devoir faire, ce sont les recueils des besoins du client. Pour ce faire, nous allons utiliser un service dédié sur GitLab. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est créer votre compte sur GitLab. Pour créer votre compte, on se rend d'abord sur gitlab.com. Ce site internet est un site qui vous permettra de stocker en ligne, grâce à un service de versionning qui s'appelle Git, tous vos projets. Nous allons l'utiliser pour créer le projet de notre citoyen. La première chose que vous allez devoir faire, si vous n'avez pas encore de compte sur GitLab, c'est d'en créer un. Vous pouvez mettre Get Free Trial, mais après il va vous demander plein de questions pour pouvoir après potentiellement payer, parce qu'il y a une version payante de GitLab, mais la version freemium nous satisfera totalement. Donc ce que je vous conseille, c'est pour créer votre compte d'aller dans Sign In, puis aller directement sur Inscrivez-vous maintenant. Moi j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà des identifiants, je vais donc me connecter avec mes identifiants et ça me permet d'accéder directement à l'ensemble des projets. Donc, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de créer un projet. Pour créer un projet, il suffit de vous rendre ici sur le petit plus, Create New, et d'aller sur Project Repository. Vous pouvez également créer des groupes. Ça va vous permettre, par exemple, ici, vous voyez que ces deux projets-là sont dans un même premier groupe qui s'appelle Jojotic, puis dans un autre groupe qui s'appelle Portfolio pour l'un, Serveur pour l'autre. Les snippets, c'est pour créer des éléments qui seront réutilisables sur votre GitLab. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est un projet. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, GitLab va vous proposer 4 options. Les 4 options sont créer un projet vierge, a blank project, un template. Donc un template, c'est quelque chose qui va pouvoir être réutilisable également. Par exemple, vous créez un élément, un projet que vous commencez toujours avec les mêmes paramétrages pour un projet. Ben, vous pouvez créer un template, comme ça du coup, vous avez juste à télécharger cette version de ce projet-là. Comme ça, vous avez toujours la même base. Ensuite, vous pouvez importer un projet d'ailleurs, parce que vous pouvez utiliser des GitLab installés directement sur vos serveurs. Sinon, on peut aussi également utiliser d'autres gestionnaires de repository comme GitHub ou Bitbucket. Et donc, la dernière chose, c'est de récupérer la CICD d'un repository externe. Donc, la CICD, qui veut dire donc intégration continue et déploiement continu. Et vous pouvez le récupérer depuis un repository autre. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est de créer un projet vierge. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir créer, paramétrer votre projet. La première chose, c'est de mettre un nom à votre projet. Le projet, par exemple, on pourrait mettre projet zombie. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Automatiquement, GitLab va vous proposer le slug du projet. Un slug, c'est simplement une chaîne de caractères, sans espace, sans accent et sans majuscule. C'est quelque chose qui va être compatible avec les URL, parce que vous voyez ici que ça va être l'URL en fait de votre projet. Donc en fait, il va vous proposer automatiquement en fonction du project name. Vous pouvez le changer ou laisser le même. Là, moi, je vais laisser le même. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre projet dans un namespace. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez créer des groupes. Ben, potentiellement, si vous avez des groupes, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Voilà, vous voyez que par exemple, j'ai mes groupes qui ont été créés. Je pourrais mettre ce projet-là dans un sous-groupe. Mais là, moi, je vais le mettre directement à la racine. Donc, vous allez dans Users et vous avez votre nom de user. Et donc là, vous allez pouvoir avoir directement votre projet directement créé dans votre groupe personnel. Ensuite, le type de cible qui va être utilisé pour déployer. Alors là, nous, ça ne va pas nous intéresser puisqu'en fait, on va déployer sur un serveur personnel, donc il n'y a pas besoin de faire du pré-paramétrage. Et GitLab vous propose, si vous le souhaitez, d'avoir un pré-paramétrage, par exemple, pour déployer sur Heroku, qui est un service que propose Internet, pour faire du déploiement avec plein de choses qui sont déjà paramétrées pour vous. Voilà. Ensuite, la visibilité, privé
le projet ne sera accessible que pour vous et les gens que vous allez inviter, ou les gens qui sont dans le groupe si jamais vous avez un groupe. Public, qui sera accessible à tout le monde. Ensuite, il vous demande si vous voulez initialiser avec un README, c'est-à-dire c'est une page qui se met à la racine du projet qui va permettre d'avoir une jolie page de documentation pour le projet. Alors nous, on ne va pas le mettre, puisque du coup, on va le créer nous-mêmes à la main par la suite. Et la dernière option, c'est GitLab qui vous propose, selon le type de projet, d'avoir des ressources qui vont tester si vous utilisez des librairies externes qui sont dépréciées ou qui ont des problèmes de sécurité. Donc en fait, il va vous permettre de vérifier les vulnérabilités de votre projet selon les librairies que vous allez utiliser. Si par exemple vous êtes sur un projet JavaScript, que vous utilisez des librairies JavaScript, il va vérifier pour vous que ces librairies ne sont pas vulnérables ou qu'elles n'ont pas de failles de sécurité. Et ensuite, vous mettez Create Project. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà créé le projet. Je vais juste revenir à la racine et je vais aller sur Projet Zombie, donc qui est bien dans le groupe Guildo, comme je vous l'ai montré à l'instant. Et il est public, comme vous l'avez vu. Donc avec la petite planète, s'il était privé, ce serait avec le cadenas. Et vous arrivez donc sur cette page-là. Sur cette page-là, vous avez plusieurs informations. Alors, là pour l'instant, il n'y a pas de projet. Donc ici, vous n'avez pas le code de votre projet. C'est quelque chose qu'on aura après par la suite. Il vous donne des configurations à faire si jamais vous voulez faire une de ces actions-là. Par exemple, paramétrer Git sur votre machine. Ça, on le verra dans le prochain chapitre. Créer un nouveau repository, donc un projet sur votre machine en fonction de ce projet-là. Ou alors, si le projet existe déjà sur votre machine, et ben du coup, vous allez pouvoir utiliser cette option-là pour pouvoir relier ce repository en ligne à votre projet sur votre machine. Nous, on ne va rien faire ici, puisque du coup, je vous rappelle que pour ce chapitre-là, ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire les recueils des besoins du client. Ce qui nous intéresse, nous, plutôt ici, c'est d'aller ici sur Plan, puis Issue. Alors, moi, il est ici aussi, parce que je l'ai mis en favori. Vous pouvez le faire aussi. Donc, quand vous mettez votre souris dessus, vous pouvez cliquer ici sur le pin, donc sur l'épingle, pour justement l'épingler en haut dans les favoris. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, les issues, donc je les mets ici. Donc, quand vous cliquez sur les issues, vous aurez un espace vide. Alors moi, j'ai déjà quelques issues de créer, vous pourrez vous en inspirer plus tard. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà de créer une première issue. Donc, pour créer une première issue, vous allez sur New Issue, et là, il va vous donner le template pour créer une nouvelle issue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une issue? Dans un projet web, une issue, ça va être plusieurs choses. Ça peut être la description d'un cas d'usage. Donc un cas d'usage, c'est vraiment une action qu'un utilisateur va pouvoir faire sur votre site. Ça peut être également la description d'un bug. À l'origine, d'ailleurs, c'était pour ça que ça avait été fait, les issues. Donc c'est par exemple la description d'un bug. Ça permet donc de faire remonter à l'équipe de développement que sur ce projet-là, il va y avoir un bug. Du coup, quelles sont les actions qui ont montré le bug pour qu'après les développeurs puissent voir comment le corriger. Nous, ça va être des issues, donc vraiment pour pouvoir faire des cas d'usage. Donc, la première chose que vous allez faire ici, c'est de mettre un titre. Donc nous, la première issue qui va nous intéresser, ça va être la création d'une nouvelle recette sur le site. Donc, pour cet item-là, on va aller sur celle que j'ai déjà créée. Le template sera un petit peu différent. Voilà. Donc, on a le titre aussi ici. Donc, le titre doit être assez représentatif pour pouvoir faire en sorte de comprendre tout de suite en lisant seulement le titre qu'est-ce que ça va être le cas d'usage que vous aurez à l'arrière. Ensuite, là dans le texte, ce que vous allez faire, c'est mettre toutes les informations de votre issue. Donc ici, de notre cas d'usage. Donc, moi, je vais vous donner un template, une façon de faire les issues. C'est pas la façon de faire universelle, puisqu'il en existe plein. Moi, je vous en propose une version que je trouve plutôt cohérente et surtout très complète, et qui vous permettra donc de coder plus facilement après par la suite. Donc, le template que moi je vous propose pour les issues se décompose en 3 parties. Si je reviens donc sur la version visualisation, les 3 parties, ce sera le user story, donc qu'est-ce que je veux pouvoir faire sur le site, les critères d'acceptation, qu'est-ce que je dois faire pour valider
que cette user story, elle est bien valide. Donc, c'est tous les scénarios sur lesquels on peut arriver. Je vous explique un petit peu plus tard. Et ensuite, les contraintes techniques. Donc ça, c'est ici qu'on va regrouper différentes informations qui peuvent être importantes et qui ne seront pas encore indiquées ni dans la user story, ni dans les critères d'acceptation. Donc, la user story, elle se décompose en 3 parties. Vous avez le « en tant que »,« je souhaite »,« afin ». En tant que, ce sera toujours indiqué quel est le type d'utilisateur que je suis sur le site. Est-ce que je suis connecté ? Est-ce que je suis un simple utilisateur? Est-ce que je suis administrateur? Est-ce que je dois être déconnecté? Il y a la possibilité, parfois, il y a certaines pages qui ne sont accessibles que si on est déconnecté. La page de login, par exemple, on ne peut pas y accéder si on est déjà connecté. Donc voilà, il est important de toujours préciser dans quel rôle on est au moment où on souhaite faire l'action. Ça permet du coup d'avoir des scénarios qui vont changer en fonction du rôle qu'on a. Ensuite, c'est l'action qu'on veut faire. Donc, qu'est-ce que je fais physiquement sur le site? Je renseigne une nouvelle recette, donc je vais remplir un formulaire pour la recette. Et donc, dans quel but? Et donc ça sera pour publier le site. Donc, je renseigne la recette dans mon formulaire pour la publier sur le site. Ça, c'est ma user story. C'est vraiment l'action basique qu'on va pouvoir faire sur le site. Ensuite, les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation donc, vont être chaque scénario qui pourra découler de cette action. Scénario 1, par exemple, je ne suis pas connecté. Là, vous voyez bien que le zombie doit être connecté et avoir le rôle administrateur, contributeur ou admin. Donc là, je ne suis pas connecté. Donc, comme je ne suis pas connecté, alors on va mettre... Donc ça, c'est le titre, en fait, du critère d'acceptation. Et après, c'est la description. Et donc, vous voyez que, comme tout à l'heure, il y a 3 parties, en tant que je souhaite afin. Là, il y a 3 parties aussi, étant donné que, lorsque, alors. Donc, c'est l'état de départ, l'action qui va être entreprise et le résultat qui va arriver. Donc, étant donné que je ne suis pas connecté, lorsque je vais sur la page d'admin, alors je suis redirigé vers la page de connexion. Donc là, en fait, ça va permettre de faire une première chose. En tant que développeur, moi, je vois ça comme scénario. Et bien, je sais que je dois d'abord vérifier tout en haut de la page si l'utilisateur est connecté et que s'il ne l'est pas, et ben, je dois le renvoyer vers la page de login. Donc ça va déjà me faire une redirection tout en haut de la page. Et donc ça me permet de valider que ce critère-là va pouvoir fonctionner. Cette user story-là va pouvoir être validée si ce critère-là déjà est validé. Ensuite, l'utilisateur il est connecté cette fois-ci. Et il a le rôle de simple utilisateur. Donc il est ni contributeur ni admin, il est simple utilisateur. Donc je suis connecté et j'ai le rôle de simple utilisateur. Vous voyez que vous pouvez mettre des « et ». Le « et » peut se mettre après le « étant donné que », après le « lorsque » et après le « alors ». Là, je l'ai mis après le « étant donné que » parce qu'il y a 2 choses. Il est connecté et il a le rôle de simple utilisateur. Donc lorsque je vais sur la page d'admin, donc la même page que tout à l'heure, donc la page qui me permet de renseigner la recette, alors je suis redirigé vers une page d'erreur qui m'indique que les droits que j'ai ne me permettent pas d'accéder à cette ressource. Donc là, cette fois-ci, vous voyez que dans le premier cas, j'étais pas connecté, donc je peux potentiellement être admin. Donc je suis redirigé vers le login. Là, je suis connecté et je sais que je n'ai pas les rôles, donc je suis redirigé vers une page d'erreur. Alors, ces pages d'erreur-là, c'est des pages spécifiques qui indiqueront par exemple à l'utilisateur que si jamais c'est une erreur et qu'il est censé pouvoir y accéder, ben, il doit demander par exemple à son administrateur. Ensuite, cette fois-ci, l'utilisateur est bien connecté, mais le formulaire est renseigné avec des erreurs. Donc, étant donné que le formulaire contient des erreurs, lorsque je soumets le formulaire, alors un ou plusieurs messages d'erreur s'affichent pour indiquer les champs en défaut. Donc les champs, par exemple, il y a un titre qui est obligatoire pour la recette, je n'ai pas rempli mon titre, et bien du coup, automatiquement, j'ai un message d'erreur qui va s'afficher. Et généralement, donc, les critères d'acceptation se finissent toujours avec un scénario en succès. Et donc du coup, le scénario en succès, le formulaire est soumis avec succès, étant donné que le formulaire ne contient pas d'erreur, lorsque je soumets le formulaire, alors une requête est envoyée au serveur pour créer une nouvelle recette, la recette est enregistrée par le serveur en base de données, et une notification affiche à l'utilisateur que la recette a bien été créée par le serveur. Donc là, en fait, c'est toutes les actions que je vais devoir faire, moi, en tant que développeur, lorsque l'utilisateur a soumis le formulaire. Donc, je soumets le formulaire, donc la soumission va envoyer une requête au serveur.
Le serveur reçoit cette requête et enregistre en base de données, puis dit au client, je vais afficher une notification pour dire que la recette a bien été créée. Donc ça, nous le reverrons de façon ensemble lorsqu'on va gérer cette page-là. On reverra donc ce critère, cette issue spécifique. On reverra les critères d'acceptation et je vous montrerai pas à pas pour chaque scénario comment on fait pour valider chacun des items. Alors là, vous voyez que c'est pas en gras. Alors moi, j'ai fait le choix, c'est pas une obligation. C'est juste pour faire ressortir. Le scénario, je veux juste le remettre en gras. Vous voyez qu'en fait ici, c'est un format qu'on utilise qui s'appelle du Markdown. Alors, vous pouvez utiliser aussi directement les éléments en haut, mais vous voyez qu'en fait, pour mettre en gras, on met une étoile, 2 étoiles avant, 2 étoiles après. Voilà, donc je save, je sauvegarde les changements et vous voyez que maintenant c'est en gras. Les contraintes techniques, donc là par exemple, j'indique que pour mon formulaire, je veux 3 champs, le titre, les recettes, enfin la recette et les catégories. Donc le titre il est obligatoire, il fait maximum 255 caractères. La recette, elle est obligatoire, c'est un texte riche, je vous montrerai ce que c'est. Donc c'est un texte où il peut y avoir du gras, de l'italique et tout ça, bah justement, ça c'est du texte riche. Pas de limite de longueur, puisque du coup, bon, on va pas limiter la taille de la recette. Et au niveau des catégories, donc c'est des catégories qui existent déjà dans la base de données, donc il faut d'abord les charger, puis on les coche, enfin l'utilisateur va pouvoir les cocher, mais il faut qu'il en coche au moins une, et donc voilà, il est obligatoire d'en cocher au moins une. Donc ça, c'est les contraintes techniques, en fait, c'est des contraintes qui vont être liées à la base de données. Donc ça, en fait, en tant que développeur, ça nous est utile pour pouvoir créer la base de données, puisque du coup, ça nous dit que ça, dans la base de données, il faut que ce soit obligatoire, qu'il y ait le maximum de 255 caractères, etc., etc. Ça va permettre de gérer la base de données, tout simplement. C'est pour ça qu'on l'indique ici dans l'issue, parce que ça permet aux développeurs de bien comprendre quel est le format de la base de données et donc de pouvoir la créer plus facilement. Ensuite, ce qui est intéressant quand on crée une issue, ça va être gérer les labels. Les labels, c'est des étiquettes qu'on va pouvoir mettre dessus. Ça va permettre, quand vous êtes dans la liste complète des issues, de les filtrer. Par exemple, je veux toutes les issues qui ont un rapport avec l'administration. Je clique sur administration, automatiquement, vous voyez qu'il me filtre toutes les issues qui ont un rapport avec ça. Donc ça va me permettre en fait de filtrer et de ranger un petit peu par catégorie les différentes issues. Donc c'est utile, je trouve ça très intéressant et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous allez ici dans la partie de gauche, dans Manage, vous allez dans Label. Et donc moi j'ai déjà des labels qui ont été créés, mais vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Vous allez avoir un bouton qui est Generate a Default Set of Labels. Alors vous pouvez le faire, mais il va vous créer des labels qui ne sont pas très utiles parfois, donc il faudra en supprimer plusieurs, ce que je ne trouve pas très pratique. Donc mettez plutôt New Label tout de suite et créez-vous votre propre ensemble de labels. Donc celle que moi je vous propose de créer, c'est celle-ci. Donc vous en avez qui sont juste pour les différentes parties du site, administration, recettes, sécurité. Et vous en avez qui sont plus par rapport à manager le projet, terminé, to do ou en cours. Alors, ça c'est très utile quand vous êtes sur un projet professionnel et que vous travaillez à plusieurs. Parce que si vous allez ici dans Plan et que vous allez ici dans Issue Board, vous allez pouvoir gérer vos issues dans un tableau. Donc, vous créez votre issue board, vous le liez à un label qui existe. Donc, ce que je vous disais, on va prendre donc tous les labels qui sont liés au management. Alors, j'ai le en cours et le terminé. Qui sont liés au management. Et donc, en fait, vous voyez que quand on a notre projet comme ça, ce qui va pouvoir être fait, c'est tout simplement de prendre votre issue et de la mettre ici. Donc là, on sait que cette issue, maintenant, elle va être à faire. Donc en fait, ici, c'est toutes les issues qui ont un rapport avec le projet. Celles qui sont dans ce tableau-là, ce sera celles qui vont devoir être faites dans les prochains temps. Donc en fait, quand on est en équipe, on se décide ensemble, dans cette liste-là, quelles sont les priorités et quelles sont celles qu'on va faire dans les prochains temps. Donc on va mettre hop, dans la to-do celles qui seront à faire. Et chacun, quand il décide qu'il va devoir faire cette issue, il va dessus. Puis, ici, vous voyez qu'il y a un endroit où vous pouvez mettre assigné à. Et vous pouvez mettre assign yourself. Donc en fait, cette issue-là va vous être assignée à vous. Comme ça, les autres savent
que vous allez faire cette issue. Ensuite, une fois que l'issue, vous l'avez prise et que vous l'avez commencée, ben vous allez la mettre en cours. Donc le reste de l'équipe sait que cette issue-là, elle a été prise par quelqu'un et qu'elle est en cours. Et généralement, après, vous avez une colonne supplémentaire. Là, on ne va pas forcément le faire parce qu'on va bosser un petit peu plus en solo. Mais quand vous êtes avec une équipe et qu'il y a des gens qui sont là pour tester, vous avez une colonne to test. Donc quand vous la mettez dans to test, ça veut dire que l'issue est terminée et qu'elle va devoir être testée, par exemple, par le chef de projet, par ce qu'on appelle le product owner, donc la personne qui est chargée de faire en sorte que l'application ressemble à ce qui a été demandé, et ou les clients aussi, qui vont pouvoir tester l'application, et donc va dire si oui ou non, tous les critères d'acceptation rentrent bien par rapport à la nouvelle fonctionnalité que vous avez mise dans votre application. Et une fois que les tests sont terminés, vous allez pouvoir glisser votre issue dans terminé. Et là, on va les mettre généralement ici avant de les mettre en production. Et une fois qu'elles sont dans la production, hop, on les met en closed. Et donc ces issues-là, c'est celles qui sont terminées et on revient normalement plus dessus. Voilà. Pour l'instant, on va les laisser là. Et on reverra ça après. Donc, si on revient sur les labels, je vais vous demander donc de créer des nouveaux labels. On va commencer donc à aller sur New Label. Vous mettez un titre, une description, ce qui n'est pas obligatoire, et une couleur. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je prends à chaque fois les couleurs qui sont proposées en dessous. Voilà, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour ça. Il n'y a pas de souci, vous faites comme vous avez envie. Une fois que vous avez créé vos labels, quand vous êtes dans une issue, vous allez avoir ici, donc comme vous avez pu voir tout à l'heure, les labels. Donc, si jamais vous voulez en rajouter, vous allez dans Edit. Et vous avez ici la liste. Et vous pouvez, par exemple, c'est celle qui est en rapport avec To-Do. Voilà. Vous cherchez, vous filtrez et vous pouvez le rajouter. Et automatiquement, vous voyez que ça rajoute. Alors, celles qui sont liées donc aux fonctionnalités, au groupe de fonctionnalités, ça va juste permettre de filtrer dessus. Celles qui ont rapport avec l'organisation. Quand vous la rajoutez dedans, automatiquement, si vous retournez dans votre issue board, ça va automatiquement mettre l'issue dans la colonne qui correspond au label. Alors ça, c'est parce qu'on a créé des colonnes qui ont rapport avec ces labels-là. Donc ça permet automatiquement de mettre les issues dans les bons. Et si vous voyez que là, j'ai remis To-Do, l'issue, je l'ai repassé de To-Do à Open. Si on retourne dans celle que j'avais modifiée, vous voyez qu'il a perdu ce label-là. Et vous voyez que là, il y a l'historique de ce qui a été fait. Je l'avais ajouté tout à l'heure. Et là, il a été enlevé parce que je l'ai remis dans l'autre colonne. Donc voilà, les labels vraiment d'organisation se rajoutent que s'ils sont nécessaires au niveau de l'élément. Et maintenant, vous avez vu comment on rajoutait un label directement dans l'issue ici. Vous pouvez également, si jamais vous êtes sur une nouvelle issue, rajouter. Donc une fois que vous avez mis votre titre, votre description, vous pouvez également rajouter des labels ici. Donc ça vous permettra au moment de la création de tout de suite mettre les bons labels pour votre issue. Ça vous évite d'avoir d'abord créé votre issue, puis après les rajouter les labels ici, et donc de devoir le faire en 2 étapes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de vous entraîner. Alors moi j'en ai déjà créé 7, comme vous pouvez le voir ici. Ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de ne pas les regarder maintenant, et d'essayer déjà d'en créer 3 vous-même, et après essayer de comparer avec ce que j'ai fait moi. Alors, ma proposition n'est pas parole d'évangile, c'est-à-dire que moi je vous ai fait des propositions, je pense, complètes. Ça peut arriver que j'oublie certaines choses. Tout ce que je vais vous demander, c'est déjà de faire en sorte de vérifier que vous avez bien compris le principe. Donc les 3 parties, le cas d'usage, les critères d'acceptation, les contraintes techniques, avec à chaque fois les différentes parties qui sont à l'intérieur, et de voir que vous avez au moins tous les scénarios que moi j'ai indiqués. Donc celle que moi je vais vous demander de créer, c'est afficher un groupe de recettes. Alors je vous l'ai précisé donc sur le site, un petit peu plus bas sous la vidéo, ce que je vais vous demander donc c'est d'afficher les 8 dernières recettes publiées sur la page d'accueil. Je vais vous demander de créer se connecter et je vais vous demander de supprimer une recette. Voilà, donc essayez de penser à tout. C'est normal si vous oubliez certaines choses, c'est pas grave.
Ça vient avec l'expérience aussi, hein, d'essayer de penser à tout et de voir, d'arriver à projeter, en pensant à une fonctionnalité, d'arriver à projeter tout ce qu'il y a à faire. C'est déjà quelque chose qui arrive avec l'expérience. Donc si vous oubliez certaines choses, c'est pas grave. Complétez avec ce que je vous ai mis et essayez déjà de voir un petit peu les différentes choses que j'ai faites comme issue. Alors pour l'instant, j'en ai créé que 7 au moment où je tourne la vidéo. Clairement, pour ce site-là, il y en aura plus. Donc je les écrirai au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous essayer de penser à toutes les fonctionnalités qui pourraient être disponibles sur un site de gestion de recettes, de cuisine. Tout ce que vous pensez pouvoir être nécessaire comme cas d'usage et de les créer pour votre projet. Merci pour votre attention et on se retrouve au prochain cours pour voir comment on va utiliser le système de versionning Git. C'était l'instructeur Guy Hildo pour le Front de Libération d'Internet.